Vous écoutez RTL, première radio de France. RTL. Jusqu'à 22h, La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Vous êtes sur la première radio de France et vous avez bien raison, ça va Sidonie ? Ça va très bien. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des interrogations, si vous avez des réactions au cours de l'émission, n'hésitez pas. Sarah est là, elle répond au 3210. Deux drôles de questions avec des réponses passionnantes. C'est ce qui va nous arriver tout à l'heure dans l'émission. Et si la Terre était plate ? Et si notre cerveau doublait de taille ? Et si, accrochez-vous, le sexe n'existait pas ? Je pars. À quoi ressemblerait notre quotidien ? Ça serait le monde moins Thomas. Bon, vous verrez pourquoi la nature fait bien les choses. Et puis à l'occasion de l'exposition consacrée à l'univers de Disney au musée Ludique de Paris, une première mondiale, cette expo, nous vous raconterons, vous l'avez compris, l'histoire de Walt Disney. Vous verrez comment il a révolutionné l'art du dessin animé et donc du cinéma. Mais tout de suite, avec ou sans Bernard Poirette, on ne sait pas s'il va arriver. Bernard, des pâtes au menu de la curiosité. RTL. J'aime les pâtes, quand elles sont fermes, quand elles sont molles, quand elles sont dures, quand elles sont fondantes. Jusqu'à 22h, Les pâtes italiennes sont en fait chinoises. C'est la faute à Marco Polo. En revenant chez lui à Venise en 1295, après 24 années passées en Extrême-Orient, il rapporte dans ses bagages le principe chinois des pâtes alimentaires. Eh, si toi aussi t'aimes les pâtes, viens avec moi. Allez, viens avec moi. On va s'en foutre plein le bide. Allez. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Mercredi, c'est la journée mondiale des pâtes. On va donc s'en mettre plein le bide. L'occasion pour nous, en tout cas, de découvrir l'histoire de cette star de nos cuisines et les recettes pour les accommoder. Bonsoir, William Ledeuil. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chef du restaurant The Kitchen Gallery, une étoile Michelin, c'est basé dans le 6e arrondissement à Paris. Bonsoir, Pierre-Brice Lebrun. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste chroniqueur gastronomique. Tiens, on va commencer par rompre le coup à une idée reçue. On entendait dans la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur, l'histoire de Marco Polo. J'avais prévu cette question un peu plus tard. C'est pas grave, on démarre avec. On a longtemps cru que c'était lui qui les avait ramenés d'Italie. C'est une légende ? C'est une légende, oui. C'est une légende qui a été créée par le Macaroni Journal, un journal américain dans les années 1930. Parce que dire que les Italiens portaient les pâtes, c'était pas très classe pour la publicité. Les Italiens arrivaient dans des conditions difficiles. Et donc, il fallait trouver un porteur un peu plus original, un peu plus fun, quoi. Et ils se sont dit, tiens, l'Orient, ça marche bien, on va inventer un truc, et Marco Polo. Et donc, il y a eu un article très sérieux dans le Macaroni Journal où on raconte qu'un des marins de Marco Polo s'appelait Spaghetti. Dans un journal très sérieux aussi, Macaroni Journal. Macaroni Journal, oui. C'est le journal de la Fédération des fabricants de pâtes aux États-Unis. Ah oui, non, c'est sérieux, parce que quand on entend le nom, on se dit c'est pas très sérieux, mais c'est sérieux. Ah oui, c'est très sérieux. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la journée des pâtes. C'est quand on leur a fait remarquer que cette histoire de Marco Polo était pas juste. Et donc, ce fameux Spaghetti aurait découvert par hasard des Chinois faisant des pâtes alors qu'il allait chercher de l'eau pour ravitailler le bateau. Et donc, il est revenu et il a dit, voilà, j'ai trouvé un nouveau truc, les pâtes, j'ai vu comment ils les faisaient et il les aurait ramenées. Et l'histoire était trop belle, ça n'a jamais eu lieu. Oui, non, bien sûr, il n'y a jamais eu le spaghetti dans l'équipage de Marco Polo. Et on a des traces des pâtes en 1104 en Sicile, c'est-à-dire l'arrière grand-père de Marco Polo n'était pas encore né. Donc on est très très loin. Non, il y a absolument pour rien. Mais donc voilà une légende qu'on peut laisser derrière. Voilà, nous. on peut l'enlever. Alors, on parlait tout à l'heure des nouilles, si vous permettez. Et donc Raymond Oliver avait écrit un livre assez formidable qui s'appelle Célébration de la nouille. Rien que le titre, moi déjà. Ça aussi c'est sérieux. C'est sérieux, oui, je vous promets. Et il racontait l'histoire de Marco Polo ramenant les pâtes, etc., etc. Donc c'est vraiment une légende très célèbre, très connue, très répétée. William Deuil, vous êtes chef. On va commencer par la base avec vous. Comment se fabrique une pâte ? C'est quoi une pâte ? C'est de la farine et de l'eau, tout simplement, mais pas n'importe quelle farine. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une jolie farine bio qui provienne de blé ancien, en fait. C'est quoi le blé ancien ? Parce que moi, je connais le blé. Ce sont des vieilles variétés de blé, en fait, parce qu'après, on a fabriqué des hybrides pour faire des pâtes, des blés qui aient du rendement, des farines qui soient facilement panifiables. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut vraiment ce blé, ce sont des blés anciens, des blés qui ont du goût et qui permettent de faire une farine qui a beaucoup de goût. Alors ça, c'est le chef qui parle, parce que nous, les pâtes qu'on mange tous les jours quand on les achète au supermarché, par exemple, c'est quoi ? Du blé nouveau ou du blé ancien ? C'est du blé hybride. Mais c'est vrai que de plus en plus, on commence maintenant à retrouver, je veux dire, il y a une notion qui a été prise en compte, cette notion de blé ancien, de qualité de farine, qui permet vraiment de donner le goût. Alors après, c'est tout simple, hein. On fait des farines, c'est de la farine, de l'eau, une pincée de sel, parfois des œufs,
soit on fait les pâtes sèches ou les pâtes fraîches. Et puis après, c'est quelques règles de cuisson, un beau volume d'eau. Alors c'est quoi un beau volume d'eau? C'est quelle quantité d'eau? Il y a une règle, c'est 1 litre d'eau, 100 grammes de pâtes et 10 grammes de sel. C'est la règle. 10 100 000, c'est 10 ça 100 000, voilà. Il y a ça dans votre livre d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, quand on a la belle farine, une farine qui a du goût, une belle cuisson, on respecte ce cuisson un tout petit peu al dente, et ensuite c'est beaucoup d'imagination, un bon bouillon, une sauce qui permettent vraiment de donner le goût et tout le caractère à la pâte. Alors l'un et l'autre, vous publiez un livre sur les pâtes, Petit traité des pâtes, Pierre-Brice Lebrun, c'est aux éditions Le Sureau, et Pâtes autrement, William Ledeuil, c'est aux éditions de La Martinière, avec plus de 80 recettes à l'intérieur. J'en salive déjà. Pierre-Brice Lebrun, vous dites que c'est un aliment universel. Ça veut dire qu'on le consomme partout et que toutes les classes sociales le consomment, c'est aussi simple que ça? Oui, partout, on trouve des pâtes partout. En Belgique, quand vous êtes à Bruxelles sur la Grand Place, dans la carte gastronomie belge, vous avez quelques plats typiquement belges et les spaghettis bolognaises. C'est-à-dire qu'il y en a absolument partout. C'est le plat national du Luxembourg. Vous en mangez en Afrique, en Amérique du Sud, enfin partout. Et effectivement, toutes les classes sociales, parce que ça va de l'étudiant fauché, c'est pas très cher, ça nourrit. Ça donne plein d'énergie et on en trouve sur la table des étoilés, la preuve. Mais moi, j'en ai mangé avec des truffes, par exemple. Truffes râpées, c'est absolument fabuleux sur des bonnes pâtes fraîches. De râper une truffe, c'est voilà. Donc oui, c'est tout le monde. Mais ça veut dire qu'en fonction de la région, on va avoir aussi le produit local accommodé avec des pâtes, c'est ça? Oui, c'est ça. En Belgique, on les mange même avec du sucre, de la cassonade, des spaghettis au sucre en dessert, c'est très bon. Mais oui, à Venise, l'encre de sèche. Moi, dans le Périgord, j'en fais avec du magret de canard, évidemment. On en trouve en Sicile, en Sardaigne, avec des sardines. Des sardines. Et vous, William Ledeuil, c'est quoi votre touche à vous, votre produit local à vous que vous ajoutez à vos bonnes pâtes au blé ancien? Sur mes voyages sur l'Asie, qui m'ont permis je fabrique des bouillons, je veux dire le tom kakai, le tomka, qui me permettent d'enrober la pâte, donc donner tous ces parfums d'Asie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tom kakai, par exemple? Alors, ça peut être un bouillon de poule, ça peut être un bouillon de crustacé, ça peut être un bouillon de poisson à la base, et on va le terminer donc avec le lait de coco, le galanga, la citronnelle, un peu de feuilles de kombawa, et l'assaisonnement final, ça va être un tout petit peu de jus de citron, de sucre de palme et de nokmam. Et c'est vrai que quand vous enrobez la pâte dans ce bouillon, la pâte, elle absorbe le bouillon, elle prend tout le goût et tous les parfums, toutes les saveurs. Et après, vous râpez un peu d'agrumes, quelques herbes fraîches, un basilic thaï, une coriandre. Il faut savoir s'arrêter parce qu'on n'est plus très bien là. Mais j'ai fait 80 recettes, je pourrais en faire 3 tomes. C'est trop bon. C'est trop bon. Moi, j'ai testé, c'est délicieux. Vous êtes peut-être en train de préparer le dîner ou alors vous êtes en train de savourer votre dessert. On vous donne encore plus faim grâce à nos invités. Et puis, on va répondre à une question dans une minute. Mais qui a inventé les pâtes? De quand date le premier livre de recettes de pâtes? À tout de suite. Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Dans la curiosité, on vous raconte l'histoire des pâtes et on les déguste grâce à nos invités William Ledeuil, chef du restaurant The Kitchen Gallery à Paris, et le journaliste Pierre-Brice Lebrun, qui a eu qui a eu cette idée. Je suis dans ce bouillon là que vous nous avez décrit tout à l'heure, William, qui a inventé cette incroyable idée des pâtes. Pierre-Brice Lebrun. Simplissime et à la fois génial. Alors a priori, les Mésopotamiens. C'est-à-dire la plus vieille recette écrite qu'on a trouvée, elle date de 1700 avant Jésus-Christ, donc elle a été publiée par un assyriologue réputé, Jean Bottero, qui a entre autres traduit le Code Hammurabi, enfin voilà, quelqu'un qui a travaillé sur des textes plutôt ardus toute sa vie, puis à la fin il s'est dit tiens on va s'amuser un peu. Il a récupéré toutes les recettes qui traînaient en Mésopotamie et il a publié un petit livre qui s'appelle le plus vieux livre de la plus vieille cuisine du monde. Et donc il y a des pâtes dans ce livre-là. Il y a des pâtes, oui, il y a plusieurs pâtes qu'on appelle itria. Et itria, c'est ficelle en fait. Tria, c'est ficelle. Et c'est l'origine, en fait, il y avait visiblement des lasagnes qui étaient plutôt frites et qui étaient plutôt cuits au four, un peu comme les pains cabèzes au Liban, des choses comme ça, qui étaient frits. Et puis il y avait ces fameuses itria, donc des vermicelles. C'était de l'eau et de la farine, comme aujourd'hui. Oui, ça pour le coup, les recettes à l'époque étaient quand même assez floues. D'abord, elles étaient écrites dans une langue qu'on déchiffre pas forcément très facilement, même lui. Et donc oui, de la farine et de l'eau. Les Mésopotamiens ont planté du blé en 9500, 10 000 avant Jésus-Christ. Et le blé, à part la farine, très franchement, on peut pas en faire grand-chose. Donc, ils ont tout de suite trouvé, probablement, donc ça doit dater de bien plus que 1700. Donc, ces premières pâtes, elles naissent au Moyen-Orient. Comment les Mésopotamiens cuisinent ces premières pâtes? Alors, a priori, beaucoup en friture et beaucoup au four. Dans les fours en terre, en collant les pâtes sur la poireaux, comme on trouve encore beaucoup de pain. C'est ce qu'on a l'impression.
Quand c'est cuit en bouillon, c'est extrêmement long. C'est des bouillons assez chargés avec plein de choses et c'est cuit pendant parfois plusieurs heures, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et puis, ils vont les diffuser petit à petit en Sicile, en Espagne, en Andalousie. Et de là, elles vont gagner l'Italie. Ouais, on racontera ce chemin tout à l'heure, Pierre-Brice Lebrun. Donc, la terre, on va dire, d'origine des pâtes, c'est la Mésopotamie, c'est à peu près les frontières de l'actuel Irak. Voilà. Et les plantations de blé sont plutôt en Syrie. D'accord. Donc, on est au Moyen-Orient, on est dans cette zone qui est aujourd'hui une zone, malheureusement, une zone de guerre. William Ledeuil, dans votre livre Pâtes autrement, aux éditions de la Martinière, alors vous proposez pas mal de recettes et vous parlez aussi d'une de vos pâtes préférées. C'est dans le prolongement de ce que vous nous disiez tout à l'heure sur l'importance de la farine et du blé que vous choisissez. Vos pâtes préférées sont les dentelles de Cucugnan. Elles sont à la carte. Je les ai goûtées, c'est délicieux. C'est quoi les dentelles de Cucugnan? Ça vient d'où? De Cucugnan, ça vient de Cucugnan, du boulanger Cucugnan. Ouais. Donc c'est dans l'Aude. C'est dans l'Aude. Ouais. Et là, j'ai fait la rencontre d'un couple de Roland et Valérie Feuillas, les maîtres de mon moulin. Et donc, la particularité, effectivement, c'est qu'ils ont remis en culture ces blés anciens sur des terrains totalement propres. Ils font eux-mêmes leur mouture, leur farine. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'effectivement, j'ai découvert des choses. Moi, j'ai un coup de cœur pour le barbu du Roussillon, qui est vraiment une variété locale. Cette farine, elle a un goût magnifique. Donc, je me suis enfermé, je suis descendu un peu avec tout mon attirail de bouillon, d'ingrédients fétiches du restaurant. Et je suis descendu 3 jours chez lui. Ouais. Et où là, on a fait des combinaisons avec les farines, on a fait des combinaisons avec les pâtes. Et on a fait plein d'essais avec les bouillons que j'avais, avec les ingrédients que j'avais. Et j'ai adopté définitivement la dentelle de Cucugnan. Alors la dentelle, pourquoi? Parce que ce sont des pâtes qui sont toutes fines. Elles sont, en fait, si vous voulez, la machine à tréfiler avec les bronzes, on obtient cette petite dentelle. C'est-à-dire que si on la laissait sans la couper, on aurait vraiment une longue dentelle. Donc là, elles sont coupées un peu plus court, elles sont coupées à 4-5 cm. Alors la machine à tréfiler et les bronzes, vous allez nous dire ce que c'est? Tréfiler, c'est la façon c'est une machine en fait. À faire des pâtes? À faire des pâtes. Ouais. Et la pâte sont des matrices en bronze, donc qui permettent justement sur la pâte de garder une certaine rugosité qui permet vraiment de garder, de capter le bouillon et de garder la sauce en fait. Est-ce qu'elles sont plus fragiles, ces pâtes qui sont donc faites à partir d'un blé qui est un blé ancien, replanté évidemment aujourd'hui? Alors elles sont un petit peu plus délicates parce qu'elles sont sans œufs. Donc effectivement encore un petit peu plus délicate. C'est-à-dire que ça peut basculer très vite de la cuisson parfaite à la surcuisson. Donc faut juste faire attention à ça. Mais par contre, elles vont très bien une pâte enrobée dans le bouillon, mais elles vont aussi très bien dans les recettes, dans l'esprit un peu des feux vietnamiens dans laquelle vous avez les pâtes qui sont dans le bouillon avec plein d'ingrédients, plein d'herbes et plein d'éléments. Pierre-Brice Lebrun, dans votre petit traité des pâtes qui est publié aux éditions Le Sureau, vous racontez l'histoire mais aussi la fabrication des pâtes. On a évoqué tout à l'heure pâtes sèches, pâtes fraîches. Est-ce qu'elles sont fabriquées de la même manière? A priori, les pâtes sèches, c'est plutôt du blé dur, celui avec lequel on fait la semoule, et les pâtes fraîches, c'est plutôt du blé tendre, donc celui avec lequel on fait de la farine. Les pâtes fraîches, c'est le nord de l'Italie. En général, c'est plutôt les pâtes farcies, principalement les raviolis, etc., etc. Et puis, les pâtes sèches, là, on en trouve pour le coup partout. Jadis, on les séchait, à New York d'ailleurs, dans la première usine de pâtes américaine, on les séchait sur le toit. Donc, on en faisait des grands rubans, comme ça, et on a des photos du soleil qui séchait les pâtes. Et puis, dans ces pâtes fraîches, dans ces pâtes sèches et ces pâtes fraîches, vous avez aussi 2 familles, les longues et les courtes. Les pâtes longues, les pâtes courtes. En fait, il existe à peu près, on pense, 600 modèles de pâtes différents au monde, dont 300 rien qu'en Italie. Et comme chacun en Italie a sa propre recette, ses propres pâtes, son propre savoir-faire, à mon avis, 300, c'est une estimation plutôt basse. Eh bien, puisqu'on est en Italie, on va y rester. Tiens, c'est quoi la spalatella? Vous voulez la réponse? Vous restez avec nous. Vous écoutez RTL, première radio de France. Mon amour, je t'ai préparé des pâtes au basilic. RTL. J'ai pris soin d'y mélanger les trucs auxquels t'es allergique. Jusqu'à 22h. Et puis on rentre, j'ouvre le Chianti et tu me fais les nouilles. Tant pis, c'est l'hiver à Paris et on se gèle. La curiosité est un vilain défaut. Moi, j'adore ma chanson italienne.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Cœur de pirate et puis Mort Schumann qui voudrait qu'on termine les phrases à sa place. On ne le fera pas, nous on sommes ne le bien fera pas. éduqués. On vous dit tout sur les pâtes dans la curiosité à l'occasion de la journée mondiale des pâtes. C'est le 26 octobre, donc c'est ce mercredi. Grâce à nos deux invités, le journaliste et chroniqueur gastronomique Pierre-Brice Lebrun. On est obligé de manger des pâtes ce jour-là, il se passe quoi? J'espère bien. Et puis surtout celle de William Ledeuil qui est chef du restaurant étoilé The Kitchen Gallery à Paris. Pierre-Brice Lebrun, dans votre petit traité des pâtes aux éditions Le Sureau, vous nous dites que la cuisson al dente n'a pas toujours été préconisée en Italie. Je suis un peu tombé de la chaise en lisant ça. Ah oui, non, c'est même très récent, c'est 1837 a priori. Le premier écrit, c'est un écrivain, un cuisinier italien, Cavalcanti, qui propose la cuisson brève et il l'appelle al dente, il l'appelle à la napolitaine. Et donc il fait ça avec des macaronis. Effectivement, avant, au 15e, 16e siècle, on propose jusqu'à 2 heures de cuisson. Oula. Oui, et donc du coup, ça doit faire des espèces de terrines, on doit couper les tranches. J'ai jamais vraiment essayé 2 heures. Ça donne pas très envie d'essayer. Ça fait William Ledeuil en tout cas. Non, c'est terrible. Oui, donc c'est Cavalcanti qui va théoriser ça et qui va publier les premières recettes de pâtes à la tomate. Alors, dans votre livre, donc je me suis trompé tout à l'heure en annonçant qu'on allait parler de la spadatella. C'est pas la spadatella, c'est la spadellata. C'est quoi la spadellata? Vous ne devez pas le faire souvent, c'est ça? Non, c'est pas. Alors la spadellata, je suis très piètre cuisinier. C'est quoi la spadellata? C'est pas très compliqué. Une fois que les pâtes sont cuites, égouttées, jamais les rincer d'ailleurs, mais égouttées, on les passe rapidement dans une poêle chaude. Si au fond de la poêle, il peut rester un peu de, je sais pas, de magret de canard, de trucs comme ça, voilà. On les passe, mais vraiment quelques secondes pour qu'elles terminent de sécher. Et c'est à ce moment-là qu'on peut rajouter des herbes, par exemple, persil, etc., parce que ça va embaumer. Et pour la truffe, c'est l'excellent moment. Hors feu, dans la poêle chaude. William Ledeuil, vous qui avez une cuisine qui réunit les saveurs de l'Italie, de l'Asie, de la France, vous pratiquez ça, le spadellata? Toujours. C'est vrai? Ah oui, je suis obligé. C'est même le principe? C'est le principe. Alors soit, comme je vous disais tout à l'heure, il est enrobé on l'a cuit dans un bouillon de poule, très rapidement. Par exemple, la danzelle de cucugnan, ça va durer 30 secondes. Et ensuite, on va l'enrober dans un bouillon, jusqu'à qu'elle absorbe le bouillon. Ou alors, si vous avez par exemple un jus de rôti, une jolie volaille en ce moment, avec effectivement quelques truffes, le jus de volaille avec la citronnelle, le galanga, et vous enrobez vos pâtes dans ce jus de rôti, vous râpez un peu de truffe. C'est super. Oh, j'ai faim. Ouais, moi aussi. Moi aussi, ouais. Pourtant, j'ai dîné avant l'émission. Bon, allez au hasard, qui cuisine? Faut qu'on ait un peu de sucre lent pour tenir pendant 2 heures quand même. Donc, mais là, on voudrait bien se mettre que vous mettiez au fourneau. William Ledeuil, dans votre livre qui est publié aux éditions de La Martinière, Pâtes autrement, vous dites c'est l'histoire d'une pâte italienne qui rencontre un bouillon asiatique. Ou l'inverse. Hein. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des bouillons. C'est pas un bouillon asiatique aussi qui vient rencontrer une pâte italienne. Ah bon, d'accord. C'est un petit peu le. Ouais. Bah, effectivement, moi, j'ai beaucoup voyagé, tous ces parfums d'Asie, toutes ces techniques d'Asie. La pâte qui est présente à la carte de The Kitchen Gallery depuis le début de la création du restaurant en 2001. On avait d'ailleurs les rubriques bouillon, pâte et poisson mariné. Et la pâte, effectivement, depuis, elle est toujours présente. Mais Pierre-Brice Lebrun, tout à l'heure avec Bernard Poirette, on rigolait sur la concurrence entre les nouilles, les pâtes, les nouilles de riz, etc. C'est aussi une tradition asiatique. Oui, mais avec de la farine de riz. Donc c'est très très différent de nos pâtes à nous. C'est pas du tout, c'est pas comparable, c'est pas cuit de la même façon, c'est pas préparé. Alors effectivement, les Chinois cuisinaient sûrement des pâtes quand Marco Polo y est allé. Sauf qu'elles n'ont rien à voir avec les nôtres et elles sont faites de façon très très différente et préparées de façon différente, par exemple avec des bouillons, etc. Alors, je vais vous dire 1515, vous allez me répondre. Marignan. Ah bah, je vous entends tous. Marignan, eh ben, il y a aussi une histoire de pâtes à Marignan. Restez avec nous sur RTL. Vous écoutez RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Dans la curiosité, on sollicite votre cerveau, mais pas seulement vos papilles, grâce à nos invités, le chef du restaurant The Kitchen Gallery, William Ledeuil, et le journaliste Pierre-Brice Lebrun. Ils ont en commun une belle passion pour les pâtes qu'ils partagent avec nous et avec vous sur RTL. Alors nous sommes en France, Thomas nous a fait réviser un peu notre histoire. 1515, tout le monde a crié en chœur Marignan. Alors je vais pas vous reposer la question, c'est la bataille qui oppose les armées de François Ier aux mercenaires suisses qui défendaient le duché
de Milan. Non, on l'avait raconté ici même, cette histoire. Oui, mais ce qu'on n'avait pas raconté, c'est que les soldats français en sont revenus les poches pleines de pâtes. Voilà, pleines de pâtes. C'est aussi pour ça qu'en remontant à pied, pour la plupart c'était des fantassins, ils sont arrêtés dans le Dauphiné en Savoie, et c'est pour ça qu'il y a des pâtes dans le Dauphiné et en Savoie qu'on trouve nulle part ailleurs. On parlait des crozets tout à l'heure, les ravioles sont quand même très connus, et donc le chevalier Bayard qui a participé à Marignan était lui-même du Dauphiné, donc voilà, c'est comme ça que les pâtes sont rentrées. On dit que les pâtes sont rentrées en France petit à petit au fur et à mesure de la marche à pied, on va dire, 1515, 1519, 1520, et puis un peu plus tard, Catherine de Médicis épouse Henri II à Marseille. Elle arrive avec son cuisinier Domenico Romoli, qui est un cuisinier absolument fabuleux, on est en 1533, et lui il cuisine des pâtes. Alors a priori pour le mariage, on n'en est pas sûr. Il aurait même inventé une recette, c'est ça? Salte in bocca alla romana. C'est quoi? C'est un truc à base de veau, c'est ça? C'est ça, c'est des petites lamelles de veau en fait, fines escalopes de veau. Exactement. Et il a inventé pas mal de recettes, de plus en plus fin, pas mal de recettes italiennes assez cotées. Ouais. C'est là que c'est fascinant le cerveau et les papilles, parce que le simple fait d'entendre saltimbocca à la romana, j'ai le goût qui me revient. Je n'osais pas le dire à cause de ça. Je les ai goûtés, c'est assez génial. Ah tiens, d'ailleurs à propos de souvenirs, les pâtes c'est aussi des souvenirs d'enfance. Votre premier souvenir de pâtes, William Ledeuil, c'est quoi? J'en ai deux, alors si je dois choisir, j'ai les coquillettes de jambon. Ah oui. Mais j'ai aussi ces toutes petites pâtes qui sont dans le bouillon, qui ont la forme de lettres, de chiffres. Je sais pas, qui doivent aider les enfants à les manger plus facilement peut-être. Hein. Oui, tout en jouant à apprendre l'alphabet. Et vous, Pierre-Brice Lebrun? Moi, c'est les macaronis de ma grand-mère, comme d'habitude. À chaque fois, dans tous les livres, c'est ma grand-mère qui s'y remet. Ouais. Et donc, elle faisait des macaronis tout simples, très cuits, avec beaucoup de fromage. Et elle achetait un os de jambon sur lequel il restait du jambon. Et donc, on y allait au couteau, c'était un jeu. Et donc, on y allait au couteau, on coupait des gros morceaux de jambon blanc. Qu'est-ce qu'elle faisait de l'os? Dans la soupe de pois. Elle récupérait tout, et puis après la soupe de pois, c'est autre chose. Ouais. Et donc elle faisait une soupe aux pois qui était encore à tomber. Voilà, ça explique ma ligne en fait. C'est les premières années de la vie. Vous avez une très jolie ligne. Je vous remercie. William Ledeuil, quand on est dans votre restaurant, on a des surprises. On parlait des crozets. Donc les crozets, c'est effectivement les pâtes de Savoie, et vous les proposez en dessert. C'est des pâtes de sarrasin, il faut le dire. Hein. Oui, ça c'est important pour ceux qui mangent pas de gluten. C'est des pâtes de sarrasin, c'est ce qu'on appelle le blé noir, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est le crozet au sarrasin. Et alors ça donne quoi chez vous? Qu'est-ce que ça donne? C'est un dessert. Et le sarrasin en dessert, ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne très bien. Étonnant, hein. Écoutez, on fait simplement, comme il n'a pas d'amidon, je le prépare un peu comme un riz au lait. Je prends une crème de coco que je fais réduire avec un peu de vanille. Et on fait cuire en parallèle les crozets et je les enrobe dans la crème de coco réduite. Et je prends une brioche qui est toastée avec un petit peu de beurre clarifié, saupoudré de chocolat blanc et un caramel au miso. Et en dessous, juste un tout petit peu du chocolat giandouilla, qui est le chocolat noisette italien. Voilà. Pierre-Brice Lebrun, on a besoin de vous encore 4-5 minutes. Ensuite, on change de thème. On va parler de la magie Disney. Vous pourrez aller dîner, il n'y a aucun problème. Et peut-être chez William Ledeuil, à The Kitchen Gallery, il n'y a pas de souci. Tiens, si on essaye de remonter un peu on aime bien faire un peu l'étymologie, le mot pâte. Bon, on se dit c'est facile. C'est de la pâte. Pasta en italien, c'est aussi simple que ça. Est-ce que en France, on a toujours dit les pâtes pour désigner les pâtes? Non, pendant très longtemps, c'est macaroni qui était le terme générique, en tout cas en Italie. Effectivement, en France, c'est assez récent cette comment on va dire, cette attirance pour différentes pâtes, mais très longtemps on a mangé les fameuses coquillettes, les macaronis, les spaghettis, et pas tellement plus de variétés. Dans le plus vieux livre de recettes belges, 1500 et quelques, dans laquelle il y a une recette de pâtes, il parle de vermisseaux de Sicile, et c'est les vermicelles de Sicile. On a eu comme ça différents noms, mais macaroni revient quasiment tout le temps. Et je suis d'ailleurs pas sûr que les macaronis de l'époque étaient nos macaronis maintenant. Je pense que c'était un peu un mot fourre-tout avec lequel on appelait différentes formes de pâtes longues, rondes. Et qui a utilisé le mot pâte comme terme générique? Pas retrouvé. Chercher mais pas retrouver. C'est souvent le problème avec la cuisine, c'est que il y a pas tant d'écrits que ça en fait. Et quand on essaye de trouver l'histoire d'un aliment, on se heurte au fait que les chefs écrivent pas forcément beaucoup, ou alors ils donnent des recettes, mais avec leur vocabulaire et subitement un mot apparaît. Est-ce que c'est le premier? Est-ce qu'ils l'ont entendu? C'est assez compliqué de remonter dans l'histoire de la gastronomie. Il y a plein de mystères de comment est arrivée une sauce. D'ailleurs, il y a souvent 5, 6, 10 explications pour la béchamel. On en a une dizaine. Pour la mayonnaise, on en a une douzaine. On n'en sait rien, en fait. Et les premières grandes marques de pâtes françaises?
Alors les premières, c'est Rivoire et Carré et Lustucru. Ouais. Et un petit peu après, Panzani, qui est alors français puisqu'il était dans les Deux-Sèvres. En fait, le fils Panzani a été démobilisé de la Seconde Guerre mondiale. Il est rentré chez ses parents, qui avaient une épicerie italienne, d'origine italienne. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant la guerre, l'occupation? L'épicerie va pas tourner. Et il a dit, on va fabriquer des pâtes. Et donc, ils ont commencé à fabriquer des pâtes dans la petite épicerie familiale. Et c'est devenu le géant qui vend avec un drapeau italien, évidemment. alors que c'est des pâtes françaises. Et alors moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de pub. Donc je me fais un petit plaisir. Une pub, Panzani. Don Batillo. Oh Seigneur, vous avez vu ce qu'ils mangent tous ces athlètes pour être en forme? Ils mangent des sucres lents. Oui Seigneur, des pâtes. Oui, mais eux, ce sont des sportifs, Don Batillo. Et ma vie à moi, Seigneur, c'est pas du sport? À longueur de journée? Sur mon vélo? Tu veux dire que c'est pour ça que tu manges des Panzani? Oui. Et vous n'en mangez pas, vous? Des pâtes? Des pâtes, oui mais des Panzani. Souvenir en effet. William Ledeuil, dans votre restaurant The Kitchen Gallery à Paris, vous proposez une cuisine de saison. C'est pour ça qu'au menu, il y a peu de plats, parce que ce sont des bons plats qui viennent du marché. Combien et quels produits phares vous avez à votre carte en ce moment? Qui fonctionnent très bien avec les pâtes, les cèpes, les champignons, ouais. C'est vraiment le moment. On a la dentelle de cucugnan au homard, donc avec le crustacé, les coquillages, c'est l'époque des coquillages, des moules de Bouchot qui donnent un jus exceptionnel. Et là, vous enrobez les pâtes dans ce jus de coquillage, c'est magnifique. C'est le début du gibier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le début des racines comme les scorsonnaires, les salsifis, les scorsonnaires ou les salsifis. Qu'est-ce que c'est les scorsonnaires? C'est une variété de salsifis qui est un petit peu une forme de grappe qui sont plutôt blancs. Et ça se cuit comme les salsifis? Ça se prépare. Mais alors nous on les cuit j'ai cuit même en papillote, c'est-à-dire qu'on les cuit tout simplement aromatisés avec un peu de citronnelle, un petit peu d'ail, et oui, vous les cuisez au papillote au four. Il suffit juste de les faire rôtir après. Bon, allez, à table. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. William Ledeuil, Pâtes autrement, avec des photographies signées Louis-Laurent Grandadans. C'est publié aux éditions de La Martinière. Et puis, il faut aller dans l'un de vos restaurants de Kitchen Gallery qui est à Paris, dans le 6e. C'est un bonheur des papilles. Pierre-Brice Lebrun, votre livre Petit traité des pâtes aux éditions Le Sureau. Et puis, alors, il y a aussi un blog. Ah bah oui, c'est monpetittraité.fr. Vous animez aussi des conférences sur l'histoire des pâtes, et le mois prochain, ce sera à Annemasse et à Cluse. Voilà, je vais en savoir. Et ben voilà. Merci à vous. Vous écoutez RTL.